Bien, bonsoir à tous. Merci vraiment de votre présence. On a l'honneur et le plaisir d'accueillir des représentants d'Engie, de l'ESA, d'Air Liquide et de Spartan Space pour nous parler d'économie lunaire. Je laisserai les orateurs se présenter. Je voulais rappeler que l'ANRT, l'Association nationale pour la recherche et la technologie, que vous connaissez plutôt bien, a porté ses pas et ses réflexions sur la question de l'implantation, le retour de l'homme sur la Lune depuis 2019, et que c'est un sujet d'importance, c'est un sujet stratégique, c'est un sujet d'exploration, et c'est aussi un sujet qui renvoie à des modèles économiques encore à trouver, mais qui seront à l'œuvre dans les décennies à venir, et nous aurons sûrement la chance d'y participer, au moins pour les plus jeunes d'entre nous. Eh bien, bienvenue encore, et je laisse la parole à Alban, qui va, coordonnateur du groupe Objectif Lune, et qui va animer cette table ronde. Merci Alban. Merci Clarisse, bonsoir à tous. Et il est vrai que quand l'ANRT étudie avec ses membres l'ambition lunaire, la nouvelle ambition lunaire, l'un des traits saillants est la place des motivations économiques dans le cadre de cette ambition, et avec un savant mélange d'acteurs traditionnels et d'acteurs venus du New Space. Donc la Lune pour demain, la Lune pour l'Europe, entre association des entreprises du secteur privé spatial et non spatial, mais également, qui sait, demain aussi, un futur marché viable. L'exploration, en tout cas, des ambitions économiques qui président à cette nouvelle ambition lunaire sont l'objet de la table ronde de ce soir. Et je me réjouis d'avoir avec nous Élodie Lecadre-Laurey. Vous êtes Lead Scientific Advisor pour Engie et vous avez coordonné le groupe de travail exploitation des ressources pour le livre blanc d'Objectif Lune. Élodie, bonsoir. Bonsoir. Bertrand Barat, d'Air Liquide, directeur des Space Market et Global Market Industrie et Technologie. Bertrand Barat, bonsoir. Bonsoir. Fabrice Joly, programme manager pour Moonlight à l'ESA. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Et Peter Weiss, qui ne devrait pas tarder à arriver, est le CEO fondateur de Spartan Space, une start-up dont l'abri lunaire a été présenté à l'IAC Dubaï et également lauréat de Take the Moon pour le CNES. En attendant que Peter arrive, on va malgré tout commencer. Et la première question, elle va à vous deux, Élodie et Bertrand. Quel est votre point de vue d'industriel installé sur l'avenir de l'économie lunaire et cislunaire? Bertrand et Élodie, je ne sais pas lequel des deux veut prendre la parole en premier. Élodie. L'Europe, effectivement, n'a pas encore aujourd'hui de place sur nos projets lunaires, contrairement à la Russie, la Chine et les États-Unis. Et nous avons pensé que, compte tenu de l'engagement climatique qu'a pris l'Europe, et pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a pu réaliser sur Terre, en fait, finalement, on a l'opportunité pour l'humanité de faire une conquête lunaire qui potentiellement ne sera pas, pourra être différenciante et être à l'image de nos ambitions de durabilité et de gestion des ressources. Et donc, pour être en phase avec l'identité de l'Europe sur le climat et la durabilité de nos ressources, en fait, je pense l'angle d'attaque, en tout cas, qu'on a essayé de porter dans ce livre blanc, était d'avoir une approche de la gestion des ressources dans une logique d'économie circulaire et dans une temporalité à court terme avec les objectifs cislunaires, gestion des satellites et peut-être dans un deuxième temps une base lunaire. Et donc l'idée c'était notamment de travailler sur des optiques de recyclage des objets qui sont déjà mis en orbite et notamment aussi la gestion un peu de cette décharge qu'on peut déjà observer avec tous les satellites qui ne fonctionnent plus. Donc voilà l'approche qu'on a abordée. Merci Élodie Lecadre. Bertrand Barat, votre point de vue d'industriel installé sur cette économie lunaire et cislunaire. Alors, tout d'abord, Air Liquide est intéressé au sujet spatial depuis un petit moment, mais je dirais, pour répondre à cette question, que plus que jamais, on a besoin de projets qui rassemblent, de projets fédérateurs qui redonnent du sens à la vie collective. Et finalement, le spatial est capable de tenir cette promesse. D'une certaine manière, on l'a vu avec l'ISS pendant plus de 20 ans, qui a inspiré un modèle de collaboration internationale et qui, malheureusement, va bientôt s'arrêter. Donc si l'Europe aujourd'hui s'investissait sur le sujet lunaire, ça serait sans doute une opportunité pour faire de la Lune un emblème de la collaboration universelle au bénéfice de notre vie sur Terre. Alors je vais essayer d'exposer un peu développer un peu mon point de vue, parce que ça peut paraître métaphorique ce que je viens de dire. Depuis 20 ans, l'industrie spatiale ne cesse de s'intensifier.
tirée par la digitalisation exponentielle de notre société, mais également la démocratisation de l'accès à l'espace permise par SpaceX avec la réutilisation. Tout a changé, tout est en train de se transformer, sauf une seule chose, la manière dont on accède à l'espace depuis la Terre. Pour donner un chiffre, pour 1 tonne de charge utile en orbite, il nous faut toujours 9 tonnes de carburant juste pour s'extraire de la gravité terrestre. Et les véhicules, de façon générale, ne sont pas réutilisables, sauf certains étages supérieurs de lanceurs, certains étages principaux de lanceurs, et sont à sens unique. Si bien que les débris, comme l'a dit Elodie, ne font que croître et pourraient un jour mettre en péril les services spatiaux rendus à la Terre. On doit donc anticiper et espérer l'émergence d'une nouvelle ère spatiale qu'on pourrait qualifier de durabilité dans l'espace. Et finalement, cette durabilité dans l'espace pourrait s'appuyer sur 3 postulats. Le premier postulat, c'est qu'on a pris conscience qu'il y avait des ressources spatiales sur les corps célestes, à commencer par la Lune, notre premier satellite. Sur la Lune, on a de l'oxygène dans le sol lunaire, à hauteur de 45% à peu près. On a de l'eau et des liaisons hydrogène en des quantités encore à confirmer. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire de l'oxygène, de l'hydrogène, pour favoriser le transport spatial, depuis l'espace pour l'espace, le support à la vie et le stockage d'énergie. Deuxième postulat, la gravité sur la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre. Par conséquent, pour aller en orbite géostationnaire depuis la Lune, il faut 3 fois moins d'énergie, de carburant et donc de coût depuis la Lune que depuis la Terre. Et même pour se rendre en orbite terrestre, à 400 km de la Terre, il faut 40% moins d'énergie depuis la Lune que depuis la Terre. Et enfin, le troisième postulat, c'est que les États-Unis et la Chine ont parfaitement compris cela et investissent massivement pour revenir sur la Lune. Et cette fois-ci, pour y rester. Les chiffres, c'est quoi? C'est entre 5 et 10 milliards de dollars par an pour les États-Unis depuis déjà 2018. C'est 10 fois plus que notre budget d'exploration spatiale européen sur tous nos sujets, qui favorise de ce fait, à travers les appels d'offres de la NASA, l'émergence d'un écosystème qu'on pourrait qualifier de cislunaire sur toute la chaîne de valeur, depuis le transport spatial entre la Terre et la Lune, la production d'énergie, la communication, l'utilisation des ressources spatiales, les habitats longue durée, les communications. C'est d'ailleurs une vision en fait, qui est supportée par les marchés financiers. Ça, c'est important de le dire, puisque les levées de fonds envers les startups spatiales ont été records en 2020. On parle de 7 milliards de dollars vers les startups spatiales. Donc clairement, le retour ou l'installation durable de l'humanité sur la Lune va complètement revoir la manière dont les missions spatiales sont organisées et donnera un avantage sans précédent à la première nation qui sera capable de le faire. Bon, a priori, États-Unis ou Chine. En étant capable d'aller plus loin dans l'espace, de rester plus longtemps, de ravitailler les véhicules spatiaux et par conséquent de réduire les débris, de réduire les coûts d'accès à l'espace. L'Europe, dans tout ça, a tous les talents au sein de son tissu d'industriels, de start-up et d'académiques pour prendre une position absolument stratégique sur le sujet. À ce sujet, l'industrie américaine a d'ailleurs envie de collaborer avec l'industrie européenne. Sauf qu'aujourd'hui, on a des barrières comme ITAR, par exemple, qui nous empêchent de le faire. L'Europe pourrait tout à fait, en décidant d'y aller, de contourner ces barrières. Mais si on n'y va pas rapidement, clairement, les États-Unis vont s'organiser tout seuls et n'auront plus besoin de nous très rapidement. Voilà, donc pour conclure sur cette question, je dirais que la Lune est sans doute une opportunité unique de ce siècle pour un projet qui rassemble. On en a besoin aujourd'hui. Et si l'Europe montait à bord immédiatement, on pourrait sans doute assurer le trait d'union manquant entre les initiatives concurrentes américaines et chinoises au bénéfice de l'humanité, au bénéfice de l'industrie, au bénéfice de la paix. À l'inverse, si on n'y va pas, l'écart va encore se creuser. Merci Bertrand et Elodie. Fabrice Joly, on comprend à la lumière de ces deux réponses que le contexte économique a changé, les motivations sont nouvelles. Comment est-ce que, face à cette nouvelle économie spatiale qui vient d'émerger, dans ce nouvel élan lunaire, comment envisager les relations entre les agences spatiales, notamment l'ESA, et l'industrie? Effectivement, bonne question, et merci pour l'explication de thèse qui est absolument parfaite. On est complètement en ligne sur cette vision. Et peut-être même avant de répondre à cette question directement, j'aimerais juste rappeler peut-être pourquoi on parle de la Lune en fait. Pourquoi la Lune est devenue un sujet si attrayant. Et on doit tout simplement remarquer qu'on est en fait à l'aube d'une nouvelle ère, qui est l'ère de l'exploration de l'espace par la race humaine. Et donc on est au tout départ. Et la Lune s'apprête à prendre un rôle fondamental dans cette ère. Et la raison est assez simple en fait.
c'est que la Lune, en termes de transmission de signal, est à 1 seconde de la Terre. Mars est à 4 minutes au mieux, à 1 demi-heure au pire. Donc vous vous rendez bien compte que la Lune, en fait, est l'endroit idéal pour s'entraîner, pour pratiquer, pour développer les technologies d'exploration, pour les valider. Donc c'est un laboratoire, en fait, parfait pour le futur de l'exploration de l'espace. C'est ça qui attrait, en fait, aussi l'engouement et le cas d'avoir le laboratoire idéal, le tremplin pour aller vers Mars et ailleurs. Donc ça, c'est peut-être pourquoi, en fait, en particulier, de notre point de vue, on voit un engouement particulier sur la Lune. Alors effectivement, le résultat d'ailleurs, c'est que c'est aujourd'hui 140 missions prévues sur les prochaines décennies sur la Lune. Une analyse qui a été faite par une entité indépendante. Et ces 140 missions représentent une somme d'investissement de 42 milliards de dollars. Donc effectivement, l'exploration lunaire, dans le domaine plus global de l'exploration de l'espace, est celle qui voit la plus forte croissance. En fait. Donc la Lune est clairement au centre des investissements, et notamment privés, comme ça a été remarqué. Et d'ailleurs, au passage, de ces 140 missions répertoriées, 26 sont des missions commerciales, ce qui est un élément assez privé, si vous préférez. Alors, dans ce contexte, comme il a été indiqué, il faut aussi observer que ce retour vers la Lune n'est pas du tout dans la même condition que la première fois qu'on y est allé, où c'était l'époque de milliards d'euros, ou plutôt de dollars à l'époque, par des agences spatiales pour une course qui s'est donc terminée avec un drapeau planté sur l'espace, sur la surface de la Lune. On n'est pas du tout dans ce mode-là, les choses ont changé évidemment. On est tout à fait dans un mode de retour, et la partie la plus importante, c'est que c'est un retour permanent. Ça a déjà été mentionné 2 fois. Et ce retour permanent vient avec des contraintes qui sont complètement différentes de celles qu'on avait à l'époque, qui sont celles d'avoir des systèmes qui sont des systèmes durables, et en particulier qui sont des systèmes qu'on peut financer à long terme. Donc ce sont des systèmes qui doivent être optimisés aussi d'un point de vue coût. Le deuxième changement par rapport au contexte qu'il y avait dans les années 60, c'est que, effectivement, comme ça a déjà été mentionné dès le départ, c'est qu'il y a un secteur privé aujourd'hui qui est capable de construire des missions de A à Z et d'aller sur la Lune. Ce n'était pas le cas à l'époque des années 60, où c'était le jardin privé, entre guillemets, des agences spatiales. Et le troisième élément, c'est qu'il y a non seulement une capacité technique du secteur privé pour aller sur la Lune, mais il y a un appétit. Il y a un appétit de service, il y a un appétit pour y faire, entre guillemets, des affaires, entre guillemets. Donc ces 3 conditions-là fait que, et maintenant j'arrive un peu plus précisément à la question, c'est qu'effectivement les agences prennent un virage. Les agences ne vont plus opérer de la même façon que dans le passé. Où dans le passé, c'était l'agence spatiale qui spécifiait le système, qui définissait les solutions et qui passait les contrats à l'industrie pour construire ces systèmes, donc des satellites, des sondes de l'ESA et de la NASA. Aujourd'hui, dans cet objectif d'avoir, on va dire, une utilisation efficace des fonds publics, puisque malgré tout, c'est, en tout cas au niveau de l'ESA, ce sont des fonds publics qu'on utilise, dans cet objectif d'avoir une utilisation optimisée et long terme, ce qui se passe, c'est qu'on remarque qu'il y a des fonctions en fait, qui sont nécessaires pour aller sur la Lune, tout à fait naturelles, transport, navigation, communication. Toute mission qui va sur la Lune aura besoin de ces 3 missions-là. Et on s'aperçoit que ce sont en fait des fonctions qui sont des fonctions de commodité. Ce ne sont pas des fonctions qui sont l'objectif ou le cœur de la mission pour aller sur la Lune. Ce qui est important, c'est d'aller développer la technologie des robots, la technologie des habitats. Et la communication et la navigation et le transport sont un petit peu comme des services de l'eau et du gaz et de l'électricité qu'on a à la maison. Et donc, il y a une opportunité dans cette optique d'externaliser en fait ces fonctions et de les rendre en service. Et donc, de confier au secteur privé la fourniture de ces services aux agences. Alors, effectivement, ça veut dire que pour pouvoir avoir une mission qui soit accompli de A à Z, il y a effectivement ce rôle que prend le secteur privé qui est bien au-delà de celui de fournisseur de solutions de satellites ou de sondes, mais celui d'un service. Donc on est en train de passer d'un mode où l'agence construit à l'agence achète un service.
Et c'est tout à fait là qu'on commence à sentir l'élément lunaire, économie lunaire, en fait. Et ça veut dire donc, pour répondre à la fin de façon assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les agences sont en mode de partenariat public-privé. C'est ça la réponse à la question, c'est que les agences passent sur ça. Il y a des parties cœur qui restent là, aux agences, mais ces parties un peu services sont donc en partenariat. C'est la nouvelle direction que les agences prennent. Merci Fabrice. Peter Weiss, bonjour. Peter Weiss nous a rejoint. Vous incarnez d'une certaine façon cette nouvelle économie lunaire, puisque vous êtes une start-up, l'incarnation du projet entrepreneurial du New Space, en fait, le modèle de la start-up. Comment est-ce que vous envisagez-vous la place à accorder justement à ces start-up dans l'ambition lunaire européenne et notamment dans des domaines spatiaux traditionnellement réservés, du point de vue notamment de la R&D aux agences publiques, en particulier l'exploration lunaire? En fait, Fabrice a déjà parfaitement répondu à la question. Tout cet enjeu est en train de changer. Je crois que c'est une course vers la Lune. On est de nouveau dans une course vers l'espace. Mais elle a changé. Elle ne va pas s'arrêter avec un drapeau ou des boots en surface. Parce que tout simplement, les Chinois, ils ne vont pas s'arrêter avec ça. On cherche donc à établir des infrastructures permanentes, des choses comme ça. Et en fait, l'Europe doit jouer un rôle là-dedans, ça c'est important. On doit être dans ce jeu parce que c'est comme nous le continent des explorateurs. Et par contre, il va falloir jouer autrement. Et donc nous, comme start-up, on fait exactement ce que Fabrice a expliqué, qu'on y vient avec le service. Donc nous, ce qu'on a fait très particulièrement, donc on a regardé un peu ce qui se passe dans le cadre de Artemis. Donc les Américains, ils sont en train de foncer vers la Lune, amener des astronautes en surface, en parlant d'une présence durable, bien sûr. Mais les éléments, ils vont atterrir, ils vont repartir, mais les éléments qui font qu'il y a une installation qui va rester, notamment les habitats, ils manquent aujourd'hui. C'est là où on voit effectivement un rôle que l'Europe peut jouer. Pas uniquement avec les habitats, toute la partie logistique lunaire, comme tu l'as évoqué, c'est donc le transport, la communication, l'énergie, tout ça, et l'habitat bien sûr, tout ça, ça peut être fourni par les Européennes. Parce que je pense aujourd'hui, la NASA se concentre déjà sur le retour des hommes et des femmes en surface. Et en fait, c'est l'Europe qui peut peut-être amener un peu des éléments autour de ça. Je pense que ça va être un bel rôle à prendre. Et c'est l'occasion. Parce que comme ça a été dit, si ce n'est pas nous qui vont le faire, dans quelqu'un d'autre va le faire. Et il y a un truc qui est sûr, en fait, si on regarde cette zone autour du pôle sud, où tout le monde veut y aller pour des raisons de ressources qui sont nécessaires pour des voies habitées, elle est très restreinte, c'est très petit, c'est la taille de l'île de France en gros. Et en fait, quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'assez rapidement, ça va être bien peuplé, peut-être avec des acteurs qui vont dire, là, j'ai mon item qui est placé, et autour de cet item, vous y allez pas. Et en fait, ça va un peu comme un jeu d'échecs. Donc, autant plus, il est important qu'on se lance rapidement là-dessus. Parce que pour moi, c'est très clair, si on n'arrive pas, en termes d'Europe, de retourner sur la Lune avec les Américains, il ne faut même pas parler de Mars. Mars sans la Lune, ce n'est pas possible. La Lune est nécessaire pour aller plus loin. Donc il faut qu'on y soit. Merci à tous les quatre. Vous avez planté le cadre, planté le drapeau contextuel, si on veut dire, de cette nouvelle ambition lunaire et de cette nouvelle économie lunaire. Une question un peu ouverte qui va permettre aussi aux uns aux autres de réagir aux différentes interventions. Comment est-ce que chacun d'entre vous compte contribuer à son échelle, au sein de son institution, de son entreprise, à cette nouvelle économie lunaire? Peter, Bertrand, je commence. Peter, allez. Nous, chez Spartan, donc on s'est spécialisé sur l'habitat. D'ailleurs, pas uniquement l'habitat spatial. En fait, je viens du secteur maritime, j'ai toujours nagé un peu entre les deux mondes. Et en fait, il y a des synergies et des technologies qu'on peut transférer d'un secteur à l'autre. Et en fait, on veut proposer donc l'habitat comme service. Un peu comme SpaceX. SpaceX ne vend pas des fusées à la NASA. SpaceX vend un service à la NASA de transport des astronautes et cargo en orbite. Et nous, c'est la même chose. En fait, notre idée,
c'est de placer ces éléments en surface, ces habitats, qui seront des habitats secondaires, et qui vont servir à accueillir des astronautes qui peuvent donc s'éloigner plus loin de leur site d'atterrissage, ce qui serait nécessaire. Mais on ne sera pas tout seul là-dedans. Déjà, ça va s'inscrire dans toute une logistique lunaire, parce que notre habitat, pour que ça marche comme service, il faut qu'il soit alimenté avec de l'énergie, il y a des gaz qui sont amenés. Donc il y a la mobilité, la robotique qui va venir, génération d'énergie. Donc ça fait partie de tout un réseau des éléments qu'on va, j'espère, placer sur la Lune, et pas tout seul, hein, c'est avec d'autres partenaires, bien sûr. Et aussi en termes d'industrie terrestre, parce que comme ça a été dit, hein, en Europe, on a toutes les expertises et toutes les compétences qui sont nécessaires pour fabriquer ces engins. On ne veut pas faire ça tout seul. Au contraire, on va se baser sur les expertises et les installations des grands acteurs, les utiliser pour fabriquer nos engins. Donc, nous, on veut vraiment intervenir comme service provider, si je peux dire. Élodie. Oui, je vais rebondir. Donc effectivement, Engie est partenaire de la NRT, a participé à cet atelier avec grand plaisir depuis 2 années, notamment parce que justement on a dans ce type de projet la capacité de pouvoir fournir des services à l'énergie. Des services à l'énergie donc en univers terrestre, mais aussi lunaire peut être une opportunité. Mais au-delà de ça, moi je suis intervenue en tant que conseiller scientifique dans l'optique d'élargir le spectre des possibilités. Les possibilités, elles sont liées aussi au niveau de toutes les technologies qui sont en cours de développement, celles qui sont en train d'émerger. On a quand même beaucoup de technologies émergentes qui visent à contribuer à la neutralité carbone sur Terre, mais qui ont aussi des propriétés très intéressantes pour l'espace contraint qu'est l'espace lunaire et spatial. Je vais en citer 2 tout à l'heure. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'énergéticien, énergéticien leader des énergies renouvelables, enfin un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, l'optique est pour répéter aussi ce que j'ai dit en introduction, de contribuer si possible à fournir des énergies dans cette optique de durabilité et d'économie circulaire pour essayer d'être vertueux sur Terre et dans d'autres espaces où effectivement la compétition commence déjà à faire rage et j'espère qu'elle le sera avec plus de sérénité que sur l'énergie que l'on peut connaître actuellement. Donc 2 technologies qui viennent spontanément au regard des panoramas que je fais régulièrement, que nous faisons avec l'avis des experts. On pense au power to protein, à la capacité de produire des protéines de synthèse à partir de différentes ressources comme l'azote, il faut effectivement trouver l'azote, le carbone qui peut venir de la respiration des personnes qui pourront habiter sur la Lune, et de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est une ressource qui va servir à la propulsion, qui va servir à la mobilité sur la Lune, mais qui peut aussi servir à nourrir des personnes qui vivront sur cet espace. Et donc ce power to protein, ces technologies qu'on appelle, fait partie des e-fuels, donc des technologies de électricité to energies. Et en fait, on pense que les power to proteins sont partie des solutions qui pourraient servir sur Terre, mais aussi dans l'espace. Et une autre technologie qui pourrait... on est en fait dans le power to protein, en plus dans une logique circulaire, je pense, dans l'optique spatiale. Et donc là, c'est des démonstrateurs qui pourraient être faits en conditions spatiales comme en conditions terrestres. Et donc là, je pense qu'on garde bien en tête l'ambition européenne et qui pourrait faire partie des protocoles d'essai qu'on envisagerait dans d'autres démonstrateurs. Ensuite, l'autre technologie auquel je pense, c'est l'exploitation de l'énergie solaire, évidemment, de l'espace, qui peut servir à contribuer au parcours de neutralité carbone terrestre, mais qui pourrait aussi naturellement contribuer à l'alimentation spatiale. Et donc pour ça, on garde un œil très attentif, notamment depuis les récentes annonces de certaines entreprises britanniques sur des technologies qui verraient à une exploitation à plus court terme qu'attendu. Donc en conclusion, je pense que les énergéticiens ont leur place, notamment dans la logique de l'ESA qui est de chercher des fournisseurs de services. Donc un énergéticien comme Engie, mais comme un autre, pourrait contribuer à fournir ces services. Et aussi dans l'optique de R&D, de voir quels sont les nouveaux besoins, de manière à identifier les technologies de demain qui favoriseraient une économie terrestre et lunaire, ou spatiale. Fabrice Bertrand, peut-être Fabrice Joly en premier et Bertrand Barat ensuite.
Ok, avec plaisir. Alors, économie lunaire, c'est quand même deux termes qui ne sont pas forcément naturels ensemble. Donc, j'aimerais donner un exemple le plus illustratif possible de ce que ça veut pouvoir dire en fait. Donc, je reprends quelques éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Pour aller sur la Lune, on a besoin de transport, on a besoin de communication, on a besoin de navigation et de plein d'autres choses d'ailleurs comme l'énergie, effectivement. Mais je vais juste focaliser sur ces trois aspects. Et aujourd'hui, on voit un exemple, c'est-à-dire on a 140 missions sur la prochaine décennie et bien d'autres certainement sur les décennies futures. Donc on voit une croissance certaine pointée du nez. Et on voit en fait, bizarrement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces missions qui sont en fait définies pour s'équiper elles-mêmes de leur propre système de communication et de leur propre système de navigation. 140 missions qui dupliquent cette même fonction 140 fois. Clairement, si on est dans un mode durabilité et d'efficacité économique, on n'est pas dans un mode vraiment optimum. Et aujourd'hui, si je reviens juste sur la partie transport, cette fonction, l'exemple qu'on peut donner, c'est SpaceX, comme ça a été mentionné. SpaceX a pris cette fonction de donner un service aux agences. Aujourd'hui, le projet Moonlight, donc c'est là que j'arrive, le projet Moonlight de l'ESA en particulier, est très ciblé. C'est un projet qui se concentre sur ces fonctions de communication et de navigation. Et clairement, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que pour certaines missions qui durent l'équivalent de 15 jours sur la face cachée de la Lune, les systèmes déploient des satellites dédiés juste pour rapatrier la donnée. Un satellite dédié, juste pour 15 jours de mission. De la même chose, pour arriver à atterrir sur la Lune, quelques satellites sont déployés pour envoyer un signal qui fait bip juste pour y arriver. Après, donc c'est vraiment, on n'est pas dans un mode efficace. Donc quelque part, la raison d'être d'un système dédié est focalisé sur la fourniture de communication et de navigation autour de la Lune fait naturellement sens. Donc ça, c'est pratiquement la partie la plus facile à expliquer en fait. La partie où on commence à voir et à donner l'économie lunaire, c'est dans la façon dans laquelle on fait. Donc dans ce que j'expliquais tout à l'heure, on est plutôt dans un mode donc, de transformer ces fonctions en tant que service. Et du coup, on fait une pierre deux coups en fait. Le premier aspect, c'est qu'avec un système dédié, quelques satellites autour de la Terre qui sont près de la Lune, pas loin de la Lune, qui sont près de la Lune, donc avec des communications beaucoup plus efficaces, avec des débits beaucoup plus élevés, et de la navigation qui permet aux missions d'atterrir exactement et précisément là où il faut, on permet en fait à chacune des missions de devenir moins chère, moins sophistiquée. Les fonctions sont ailleurs, elles sont dans ces satellites. Et donc, quelque part, on est en train de permettre soit à des missions existantes à budget égal de faire plus de missions lunaires, soit d'arriver à peut-être même se faire des petites missions qui n'existeraient pas autrement, parce que les budgets sont réduits, parce que les missions coûtent moins cher. On n'a pas à devoir équiper de la com et de la nav sur ces missions-là. Donc vraiment, une contribution sur, on va dire, le plus de missions lunaires. Ça, c'est un des avantages. Et le deuxième avantage, en tournant cette fonction en tant que service, c'est quelque part, un service, ça veut dire qu'il va y avoir une rémunération. Et quand on commence à parler de rémunération, ça veut dire qu'il commence à se poindre le nez d'un business case. D'accord ? Et donc, c'est là où on voit en fait un exemple de fonctions qui sont transformées en services et qui deviennent un business case pour le service privé, pour le secteur privé, qui commence à regarder. Maintenant, ça reste malgré tout, d'un point de vue investisseur, quelque chose d'assez spéculatif. Donc il y a un certain challenge, il y a une sorte de Death Valley, il y a une marche à franchir pour pouvoir y arriver. Donc on est un peu dans la situation de la poule et l'œuf. Et donc c'est tout à fait l'intention de l'ESA de le faire se commencer, de l'initier. D'accord ? Et donc le principe de Moonlight, c'est d'arriver avec, on va dire, un support financier qui serait donc offert à l'industrie européenne et canadienne d'ailleurs, pour venir vers nous et se lancer dans cette aventure de devenir le service provider de communication et de navigation. Et donc d'utiliser ce support financier qui est écrit d'ailleurs pour réduire le risque et faire passer le feu rouge au feu vert quand ça passe au bord des entreprises privées pour y aller. Et donc c'est l'intention du projet Moonlight.
où on commence à aider financièrement pour l'infrastructure, parce que ça coûte cher d'envoyer des satellites autour de la Lune, et en même temps de prendre une deuxième casquette, si je peux dire, de celui du premier client. Et donc, on met en place un mini business case, un business case de start-up pour commencer le système, avec à terme la vision que ce système devient lui-même, ce système qui s'occupera de sa propre maintenance, ainsi de suite. Donc, à terme, on devient, nous, l'ESA, un client parmi d'autres. Et on n'a plus besoin d'aller maintenir un système dédié de l'ESA pour faire de la communication et de la direction autonomique. Et c'est l'objectif à terme. Dernier point, donc ça c'est l'économie lunaire ou un embryon d'économie lunaire. Mais il y a un deuxième point que j'aimerais apporter aussi, c'est que une fois qu'on a équipé la Lune de communication et de navigation, rappelons-nous ce qui s'est passé sur la Terre quand on a équipé les gens avec un téléphone portable. Un téléphone portable, c'est un équipement de communication et de navigation. Et regardez les applications qui sont nées en fait. Et donc il y a effectivement les utilisateurs, ce que j'appelle les utilisateurs primaires, l'habitat, les robots, et tous ceux autres dont on a parlé maintenant, qui utiliseront naturellement la com et la nav. Mais aujourd'hui, on essaie de cibler aussi le fait qu'en équipant la Lune de la com et de la nav, on ramène la Lune sur la Terre et on la rend disponible à des applications en fait, sur la Terre. Et là, on voit poindre le nez de domaines tels que, j'ai plus le terme en français, les domaines de divertissement, les domaines médiatiques, éducatifs, qui en fait pourraient utiliser ces fonctions de communication. Et là, je dirais, la limite est simplement l'imagination. Et on peut imaginer en fait qu'à terme, un TikTok, par exemple, pourrait apporter des financements peut-être même au-delà de ce qu'on peut rêver. Et donc, n'oublions pas cette partie-là. Et en même temps que de se concentrer sur l'infrastructure et les fonctions, on est aussi très soucieux de entre guillemets, aguicher en fait cet autre écosystème auquel on ne pense pas forcément. Et donc, une nouvelle contribution à l'économie lunaire. Désolé. Bertrand. Très inspirant, Fabrice. Dans la chaîne de mots économie lunaire, je rajouterais économie lunaire durable pour la rendre encore un peu plus compliquée. Et en effet, il faut vraiment ou lui donner du sens, ou lui donner de l'ambition. Mais il est clair qu'il faut casser ce paradigme de la poule et de l'œuf. On entend souvent y a-t-il un marché, devons-nous investir? Il est clair que tant que l'infrastructure motivée par un client ancre, qui est naturellement une institution, ne sera pas mise en place, l'industrie et l'économie durable ne pourra pas naître. Par conséquent, il faut donc commencer par mettre en place ces capacités de service européennes, qui plus est transverses, idéalement agnostiques, pour qu'elles servent l'Europe mais aussi d'autres nations, et favorisent la collaboration en fait, parce que ce seront des chaînes de valeur extrêmement complexes. Peter l'a bien dit, c'est pas un habitat tout seul. C'est un transport spatial, c'est une production d'énergie pour que les astronautes qui sont dans l'habitat puissent travailler, etc., etc. Donc du coup, comment Air Liquide peut contribuer à ça? Déjà, je vais juste rapidement expliquer en fait qui nous sommes. Nous sommes un des leaders mondiaux des gaz pour l'industrie et la santé depuis 120 ans. Notre mission aujourd'hui est basée sur 3 piliers stratégiques. Le premier, c'est la transition énergétique, pour favoriser notamment l'essor d'une économie basée sur l'hydrogène bas carbone. Ça, c'est un engagement très fort. Le deuxième, c'est la santé, avec la mise à disposition de l'oxygène médical pour tous. Et le troisième, c'est la transformation digitale. Notre métier, c'est de maîtriser les molécules, gaz ou cryogéniques, sur toute leur chaîne de valeur, depuis la production jusqu'aux applications de nos clients. Pour cela, historiquement, on s'est mis à développer des technologies pour produire nos gaz et aussi pour aider nos clients à utiliser ces gaz. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le spatial il y a 60 ans, tout simplement en développant, les réservoirs cryogéniques, les équipements cryogéniques du lanceur Ariane. On a fait ça depuis la genèse. Et derrière, nous avons contribué également à des missions orbitales dès lors que la cryogénie était invitée à bord. Par exemple, nous avons une turbomachine à bord de la Station spatiale internationale pour refroidir des échantillons biologiques qui fonctionne depuis 16 ans. Nous avons contribué au système de refroidissement des missions Herschel et Planck.
Et aujourd'hui, nous travaillons fort pour équiper les satellites d'observation de la Terre équipés de détecteurs infrarouges en système de refroidissement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes vraiment motivés à contribuer dans le cadre d'une équipe multilatérale à ce développement d'une exploration spatiale plus durable, parce qu'on considère que les gaz et la cryogénie vont clairement être des besoins transverses, quasiment des pierres angulaires d'une présence durable dans l'espace, et sans doute être utiles au développement de capacités de service européennes qui plus est transverses et peut-être agnostiques, pouvant servir d'autres nations. J'en citerai 4. Le refueling en orbite. Pour donner un ordre d'idée de notre marge de manœuvre, aujourd'hui un avion est ravitaillé ou réutilisé plusieurs milliers de fois. Une voiture, 750 fois. Un étage supérieur de lanceur et un satellite, une fois. Et dès lors qu'il n'a plus de carburant, ça devient un débris. Voilà. Donc, si on réussissait à mettre en place des stockages et des stations de remplissage gaz en orbite, avec de l'oxygène, de l'hydrogène, du méthane, du xénon, du krypton, on pourrait tout à fait ravitailler ces véhicules, étendre leur durée de vie, réduire les débris, réduire les coûts, in fine. Alors évidemment, on va dire, est-ce qu'il y a un marché? Alors non, il n'y a pas de marché aujourd'hui, enfin, sauf que si, il y a un marché. Orbitfab a signé un contrat avec Astroscale pour vendre du xénon en orbite à partir de 2026. Très intéressant. Et mettra en place sa station de remplissage dès 2023 avec de l'hydrazine. Faisons pareil, on a tous les moyens pour le faire. Si on démarre maintenant, on pourrait tout à fait démontrer cette capacité, bien sûr avec plein de partenaires, dans 5 ans, et ainsi maturer des technologies critiques, et notamment déposer un standard de ravitaillement pour promouvoir dès à présent l'interopérabilité. On voit à quel point l'interopérabilité est un sujet qui est souvent une barrière à l'essor notamment de la mobilité hydrogène sur Terre. Eh bien voilà, pensons à l'interopérabilité dès à présent. Et ceci naturellement fera émerger un marché commercial. La deuxième capacité de service, en fait, sur laquelle on pourrait contribuer, qui va demander du gaz et de la cryogénie, c'est la production d'énergie haute puissance dans l'espace. Pour servir la survie à la nuit lunaire, la mobilité sur les corps célestes, et tout simplement en fait le besoin d'énergie pour opérer toute activité industrielle. Eh bien l'hydrogène, comme l'a dit Elodie, est un vecteur idéal pour stocker des énergies intermittentes disponibles dans l'espace, mais pas tout le temps, et restituer cette énergie sous forme d'énergie électrique ou thermique à travers des piles à combustible régénératives. Pareil, on peut démontrer cette capacité de service européenne d'ici 5 ans si on démarre maintenant. Troisième capacité de service européenne transverse, c'est tout simplement la production d'oxygène, d'eau, d'hydrogène à partir des ressources spatiales depuis la Lune pour servir les besoins du transport, du support à la vie et du stockage d'énergie depuis l'espace pour l'espace, dans une logique circulaire. Et enfin, la quatrième capacité de service, c'est celle qu'a mentionnée Peter, qui représente très bien, c'est les habitats. Pour ça, il faudra aussi purifier l'oxygène pour le revitaliser, parce que c'est une ressource qui peut être circulaire. Purifier l'eau, revaloriser les déchets, comme le gaz carbonique, comme la biomasse, avec laquelle on peut faire du biogaz pour l'énergie, et le CO2, avec lequel on peut faire pousser des plantes. Avec les technologies d'ailleurs qui peuvent revenir sur Terre, parce que tout ça dont on parle ici, si on parle donc spécifiquement de faire vivre des astronautes dans des milieux extrêmes, c'est des technos qui peuvent revenir sur Terre, sur la gestion de l'énergie, le stockage d'énergie, c'est des choses qui peuvent aussi aider dans des maisons lambda. Donc... Et en effet, merci Peter, je rajouterais, pour te compléter, qu'on parle de quoi? On parle de purification de gaz, on parle d'électrolyseurs, on parle de piles à combustible, on parle de stockage haute performance, on parle de stations de remplissage gaz, on parle de liquéfaction. Toutes les problématiques. C'est des sujets transition énergétique. Tout à fait. Avant qu'on passe à un temps d'échange avec le public, une dernière question qui est celle qui est liée aux actualités récentes, puisque ces actualités tendent à démontrer l'importance d'une certaine indépendance stratégique, notamment européenne. Et la question qui se pose dans le cadre de cette nouvelle économie lunaire, c'est comment est-ce qu'on concilie cet agenda économique et industriel de l'ambition lunaire avec cet impératif, et de façon plus provocante, le doit-il par ailleurs? Doit-on concilier cet agenda économique lunaire avec cet impératif d'indépendance stratégique européenne? Bertrand, Elodie, Fabrice, Peter?
je veux bien commencer, mais Élodie. je suis la moins spécialiste de tous là-dessus, mais je pense que en tant que, pour moi, je vais reprendre l'exemple de la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui. On a, qui est facile parce qu'il est d'actualité et connu de tous, mais il est compliqué d'être dépendant d'un quelqu'un dont on n'est pas un allié. Et il me semble que beaucoup de satellites dont nous sommes dépendants pour la digitalisation de notre économie, le secteur énergétique comme tous les autres économies, tous les secteurs de l'économie actuellement, est un aspect critique pour l'Europe, comme pour les autres nations, mais aussi pour nous. Et donc, il me vient naturellement à l'esprit de me dire que l'Europe a sa place à prendre dans cette exploration de l'espace, notamment pour assurer dans le temps la stabilité du modèle de digitalisation de son économie. Et donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction à être indépendant et à ce que l'Europe se positionne là-dessus, notamment pour faire en sorte qu'on a une couverture propre et dans le temps, enfin propre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire continue, parce qu'une rupture pourrait être fatale pour certaines parties de notre économie, mais aussi propre dans le sens du refueling de nos satellites, parce qu'une fois qu'ils n'ont plus de carburant, si j'ai bien compris, ça devient des débris, et ces débris-là sont des débris à très haute valeur ajoutée, parce qu'ils ont des composants qu'on pourrait réutiliser. De ce que je comprends des avis de Peter, Fabrice ou Bertrand, nous avons là quand même des éléments qu'on pourrait récupérer pour la Lune et pour reconstruire des éléments qui pourraient ensuite servir pour une autre étape martienne. Donc pour moi, pas de contradiction à une indépendance stratégique européenne, au contraire, notamment pour la durabilité de la couverture satellitaire et aussi la couverture du digital, et donc s'approprier, en tout cas être maître des éléments qui sont indispensables à la digitalisation de notre économie. Fabrice Joly. Oui, mais en fait, pas de contradiction, c'est exactement ce que j'allais mentionner, entre l'indépendance stratégique et un agenda économique. C'est vrai que, naturellement, ça peut paraître quelque part bizarre si, par exemple, si je focalise sur l'exemple Moonlight d'un système de communication-navigation européen, d'un autre système de communication-navigation américain, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine duplication de système? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, y a-t-il de la place, par exemple, d'un point de vue marché, au tout départ, pour deux systèmes qui sont censés être des systèmes privés? Mais je pense qu'on peut l'aborder de façon un peu plus, on va dire, intelligente, et on espère justement que la Lune donnera un bon exemple par rapport à en termes de collaboration, par rapport à ce qu'on a vu se passer sur la Terre. Et dans ce contexte-là, on a justement, et je rebondis sur un des éléments mentionnés, un élément qui permet en fait cette dualité, c'est de travailler sur l'interopérabilité. Et en particulier pour les aspects de communication-navigation, sachez que l'ESA en fait ne travaille pas sur ce système Moonlight dans son coin tout seul. Bien au contraire, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un système, un service en fait européen qui soit capable de servir non seulement l'ESA, mais j'allais dire peut-être surtout les autres. Donc c'est carrément l'objectif majeur. Et pour y arriver, en fait, on doit mettre en place des standards, on doit mettre en place des conventions, des fréquences. Et c'est un sujet sur lequel on travaille déjà en fait avec la NASA. On est d'ailleurs en discussion avec la NASA pratiquement de façon hebdomadaire sur ce sujet de com et de nav. Et je peux vous indiquer en fait le début de ce contexte d'interopérabilité dans une initiative de la NASA d'ailleurs qu'on apprécie énormément, qui s'appelle LunaNet. Donc beaucoup de gens nous demandent aujourd'hui, lorsque je présente LunaNet, ils disent bah oui, mais la NASA fait LunaNet, c'est la même chose. Alors LunaNet n'est pas un système, donc c'est d'abord bien clair. LunaNet c'est une initiative de la NASA, mais ce n'est pas un système. LunaNet, c'est une initiative de la NASA pour justement mettre en place un contexte d'interopérabilité, de se mettre d'accord sur les différentes fonctions. Et donc, c'est un document qui est mis sur la table des régulateurs. Et il y a des organisations qui s'occupent justement de considérer ça et de transformer un document qui est aujourd'hui un document NASA/ESA en un document reconnu par tout le monde. Et donc aujourd'hui, on devrait être dans une situation où on est capable d'avoir un système européen et il est important
qu'on ait ce système européen pour ces raisons d'indépendance stratégique. L'analogie facile, c'est celui de Galileo pour le GPS. Si aujourd'hui on est dépendant de nos landers et de nos robots en navigation d'un système qui n'est pas un système européen, on s'expose. Donc il y a un aspect stratégique, mais on peut le combiner en étant smart. Et on est en train même de discuter aujourd'hui avec la NASA sur des scénarios d'interopérabilité, mais non seulement de ça, mais aussi de coopération. Donc on pourrait avoir chacun notre service provider et peut-être utiliser chacun de nous l'autre service provider. On a besoin de backup, on ne peut pas se fier à un seul provider si jamais il y a un problème. Donc il y a des scénarios d'interopérabilité et de coopération qui permettent de faire vivre les deux, et donc pas de contradiction. Donc juste pour terminer sur la même conclusion en fait. Bertrand. Alors, je suis assez d'accord, je pense que c'est tout à fait complémentaire. Notre intérêt, c'est la collaboration internationale. Mais évidemment, si on n'a rien à apporter, personne ne voudra collaborer avec nous. Et ce qu'on a à apporter, c'est notre indépendance stratégique, c'est notre capacité à innover. Donc, quelque part, c'est complémentaire. Et en effet, j'en profite pour vraiment insister sur le pourquoi on doit y aller. La souveraineté, parce que la Lune va devenir une base avancée pour accéder à l'espace profond. Hein, Peter l'a rappelé tout à l'heure. Cette souveraineté, si on l'a, on pourra favoriser la collaboration et le rassemblement autour de ce projet lunaire. Ça, c'est vraiment un pilier essentiel. Qu'est-ce que ça va nous apporter d'autre? C'est aussi la durabilité des services spatiaux rendus à la Terre. On en a beaucoup parlé avec les ressources spatiales. Et après, c'est évidemment des opportunités économiques. Si on va au-devant de la création d'une filière, ça va bénéficier à toute l'industrie. Et bien entendu, des intérêts scientifiques. Alors, au-delà des pourquoi, donc qui ont été bien abordés, quelques suggestions peut-être pour favoriser cet essor. Il y en a 4 qui nous viennent à l'esprit et qui nous aideraient. La première, c'est vraiment d'adopter une vision européenne au plus haut niveau, commune, qui fédère les États membres, comme c'est en cours pour les lanceurs et les constellations. Ça, c'est fondamental parce que ça permettra à l'industrie de se projeter et idéalement d'investir dans la filière, dans les compétences, dans l'innovation technologique. C'est un peu la question du vision, projection, marché, investissement. La deuxième suggestion, c'est vraiment de profiter de ça pour briser les silos qui existent entre l'industrie terrestre et l'industrie spatiale. Pour servir 2 intérêts. Le premier, c'est qu'il y a un trésor de technologies terrestres, notamment utilisées dans la transition énergétique, qui ont leur place dans un usage lunaire. Et à travers des partenariats publics-privés entre institutions spatiales et industries terrestres, on pourrait maturer ces technos dans un double usage Terre-Lune. Si bien que le deuxième intérêt, ça serait naturellement d'augmenter les capacités budgétaires. Tout à l'heure, on l'a dit, on a un rapport de 1 sur 10 entre ce que met l'Europe sur les sujets d'explo au sens large et ce que met les États-Unis pour la Lune. Eh bien, en favorisant des synergies sur des sujets comme la transition énergétique qui concernent au niveau technologique Terre et Lune, ESA et Europe pourraient augmenter la capacité budgétaire mise au service de la Lune. Troisième idée, en fait, c'est de faire évoluer la manière dont on fait la maturation technologique, qui est aujourd'hui assez organisée de façon verticale, brique par brique, un peu acteur par acteur, et faire évoluer ça vers une logique plus transversale, en chaîne de valeur, de bout en bout, afin de favoriser l'émergence d'alliances multilatérales, de consortiums d'acteurs complémentaires pour proposer des services et pour aussi synchroniser des efforts de développement que chacun fait dans son domaine. Donc dans cet esprit, Air Liquide, avec Airbus Defence and Space, iSpace SRIC, a créé fin 2021 une association qui s'appelle Euro2Moon. L'objectif de cette association, c'est exactement de rassembler l'industrie terrestre, l'industrie spatiale. Donc évidemment, on espère avoir d'autres adhérents très vite, pour construire ces chaînes de valeur intégrées, complexes, et être capable de catalyser l'émergence de cette économie lunaire que nous espérons tous durable. Et enfin, le dernier point, je termine, j'arrête de parler, c'est passionnant, c'est l'accélération. L'accélération en fait de tout ça par la démonstration. Faisons des démonstrations en échelle réduite dès qu'on peut sur des missions d'opportunité, en n'ayant pas peur de rater. N'ayons pas peur de l'échec, c'est pas grave. Pas trop quand même. Non mais c'est vrai. Peter Weiss.
Ouais, par rapport à ce qui s'est passé les dernières semaines, je pense qu'on a appris pas mal de choses. Donc, je peux seulement souligner ce qui a déjà été dit. Ça. Donc, numéro un, autonomie. Il faut une autonomie européenne parce qu'on ne peut pas dépendre totalement dans le secteur spatial d'autres nations comme ça. Et, mais pour moi, il faut que ça. On parle aujourd'hui beaucoup des lanceurs, l'autonomie d'être capable de lancer des astronautes avec des systèmes européens. Ça, c'est très bien. Ça n'est risé que l'Europe n'a pas cette capacité. Mais pour moi, il faut surtout pas s'arrêter là. Ça serait un peu comme si on essaie de rattraper Internet avec Minitel. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau international. Et ça, c'est un peu la deuxième conclusion par rapport à la crise qu'on est en train de vivre, que il faut regarder très clairement qui sont nos partenaires. Et je pense qu'il y a tout le monde qui est d'accord que notre partenaire principal aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et donc, si on se concentre uniquement sur les lanceurs, dans des lanceurs réutilisables et tout le tralala, ça c'est très bien. Par contre, on est en pleine concurrence avec SpaceX, avec Artemis. Au contraire, il faut chercher aussi des éléments supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut amener dans Artemis? Les Américains, ils s'occupent de la partie lancement des astronautes jusqu'en surface, et l'Europe peut amener toute la partie logistique, communication, habitat, mobilité, tout ça. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas uniquement jouer sur un terrain, mais les deux. Élodie, Fabrice, Bertrand, Peter, merci pour vos interventions. On va maintenant passer à la partie échange avec le public et des éventuelles questions qui seraient déjà présentes. Alors nous avons une première question de Clément Goujon. Je ne sais pas si je la lis ou si vous souhaitez poser la question, Monsieur Goujon. Vous êtes là. Eh bien, on vous laisse la parole, on vous écoute. Ça marche, merci. C'était pour reprendre la notion de fonction de commodité. Si on veut rester durablement sur la Lune, il se rajoute une nouvelle fonction de commodité, c'est celle de pouvoir survivre à la nuit lunaire, donc 14 jours terrestres, à plus ou moins, enfin surtout à moins de 200 degrés Celsius. Est-ce que l'Europe, à travers l'ESA ou d'autres institutions, a les technologies pour pouvoir se le permettre et parce que ça implique des matériaux radioactifs, des fuel cells peut-être, etc. Merci. Peut-être Peter ou Fabrice. Je réponds en partie. Effectivement, le problème de la nuit lunaire, ça c'est une chose, mais ce que vous avez mentionné, c'est la radiation, ça c'est un gros problème. Aujourd'hui, c'est physique, hein, il y a des techniques pour protéger les astronautes des radiations, mais techniquement, ou même si j'ose dire économiquement, est-ce qu'on peut les mettre en place pour les premiers habitats? Je crois que c'est difficile. Donc là, il y a encore pas mal de travail à faire. Et après, effectivement, sur le survie de l'île lunaire, donc pas seulement voir les astronautes, mais même des systèmes comme des robots, des choses comme ça, là, il faut effectivement travailler sur des systèmes d'énergie pour pouvoir alimenter des systèmes même pendant ces nuits. Alors, je peux peut-être compléter. Et en effet, Fabrice, je serais intéressé d'avoir la position de l'ESA. Au niveau technologique, tout existe aujourd'hui. C'est une question de mettre les moyens. Et ça se fait sur Terre. Ça s'appelle le power to gas. On utilise la molécule hydrogène pour stocker les énergies intermittentes. Et cette molécule hydrogène, en fait, pendant les nuits lunaires, est restituée à travers des piles à combustible pour donner de l'énergie thermique ou de l'énergie électrique. Donc, en gros, ça part de l'équation qu'il faut soit qu'on développe un cycle complètement parfait où on envoie de l'eau et on est capable, quand on a de l'énergie solaire, de décomposer cette eau en hydrogène, en oxygène avec de l'électrolyse, stocker cet hydrogène en quantité suffisante, donc il faut calculer le besoin d'énergie évidemment, pour que pendant les 14 jours de nuit lunaire, eh bien, on restitue cette énergie stockée sous forme d'hydrogène à travers une pile à combustible qui vous donnera de l'énergie thermique, de l'énergie électrique. Donc ça, on appelle ça pile à combustible régénérative. On le fait à terre, mais avec des rendements en effet donc loin de 1. À terre, c'est plus simple, puisque l'hydrogène, en fait, quand la grille a besoin d'appel d'électricité, on injecte de l'énergie via une pile à combustible. Quand il n'y en a pas besoin, on stocke l'hydrogène ou on l'utilise pour de la mobilité en fait hydrogène.
Donc oui, ce développement, puis la combustible régénérative est tout à fait possible et nécessaire. Fabrice Joly, les nuits lunaires et les arts. Alors, au risque de te décevoir, en fait, tu es beaucoup plus expert que moi. Donc en fait, je peux simplement répondre par une réponse plutôt générique sur le fait qu'il y a des missions de l'ESA qui impliquent des landers en particulier, qui ont des durées de vie qui sont assez longues, et que par conséquent, je ne peux que supposer que oui. En fait, la réponse à la question, c'est oui, mais je n'ai pas le détail. Et c'est une question d'aller effectivement solliciter les industries européennes pour les développer, cette technologie et ces solutions. Mais je n'ai pas le détail technique qui va avec. Est-ce qu'on a d'ores et déjà... Je pense que les réponses qu'on va donner, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Bertrand sur le power to gas. Hein. Enfin, c'est une technologie qu'on regarde de très près et elle me paraît être une solution. Après, de là à connaître comment elle fonctionne sur la Lune, j'en laisse les experts répondre à ce point. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais j'ai un doute sur les notifications sur mon appareil. Donc, je vais laisser la parole aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Je vois par exemple que M. Goujon essaie d'écrire, mais ça n'inscrit rien sur mon tableau. Donc, qui prend la parole pour poser une autre question? M. Goujon, avez-vous d'autres questions qui ne seraient pas apparues sur mon chat? Non, merci pour vos réponses. Alors, est-ce qu'on a une autre question dans notre public? François, qui allait mettre en place le concours Moonlight, ou Alexandre, on vous écoute. Oui. Bonsoir à tous, déjà merci pour cette table ronde qui est vraiment passionnante. Une question peut-être un peu plus politiste à la direction des intervenants. Que pensez-vous de la ratification par l'ESA ou d'autres pays européens des accords Artemis? Parce qu'on voit bien la construction d'un pôle technique autour des États-Unis. Doit-on, nous, Européens, Français, je ne sais pas quelle nationalité avons-nous, rejoindre ce pôle technique? Absolument, complètement. C'est une excellente chose en fait. Et c'est justement dans ce concept de coopération internationale, on en a même besoin. Aujourd'hui, il faut être assez clair, sans Artemis, il n'y a pas de retour sur la Lune. C'est aussi clair que ça. Donc si on est capable de se positionner, de discuter avec la NASA pour pouvoir justement positionner nos propositions de solutions, on ne va pas y arriver. Donc la réponse pour moi est absolument claire, c'est oui. Bertrand. Je suis complètement en phase avec Fabrice. Je pense qu'on a besoin de collaboration internationale. Le signal qui est proposé par Artemis, en tout cas, même s'il est perfectible dans ses clauses, en tout cas, existe. Beaucoup de pays y adhèrent, donc en effet, il faut y aller. En revanche, il ne faut pas sous-estimer un autre sujet sur lequel il faut sans doute travailler. C'est les barrières à l'export control, qui s'appellent ITAR, EAR, qui aujourd'hui sont un frein à la collaboration entre le business to business, entre l'industrie américaine et l'industrie européenne. Enfin, en gros, dès que l'industrie américaine va sous-traiter un développement technologique à l'industrie européenne avec de l'argent américain, il y a un risque de contamination ITAR des technologies européennes. Bon, clairement, l'industrie qui est aujourd'hui terrestre, elle n'a pas envie de ça. Donc ça la freinera en fait à y aller. Donc il faut trouver en fait un moyen pour contourner ça. Et le moyen, c'est sans doute la collaboration internationale, à savoir que l'Europe dise avec ambition, voilà, nous ces capacités de service transverses, c'est nous qui les apportons. On va favoriser l'émergence de notre écosystème européen et on va les amener en fait en guise aussi de collaboration, mais ça sera une manière d'asseoir notre souveraineté. Si je peux compléter d'ailleurs, effectivement, c'est que vous savez, les échanges entre les agences, entre la NASA et l'ESA en particulier, ne sont jamais des échanges de cash. Ce sont des échanges en contribution. Et donc, pour pouvoir récupérer, je ne sais pas, un fauteuil pour un astronaute européen sur la surface de la Lune, à nous d'apporter d'autres éléments sur la table. Et en particulier, c'est un des éléments que nous expliquons à nos États membres pour justement récupérer le financement pour Moonlight. C'est que la valeur de Moonlight, elle est bien au-delà de la com et la navigation autour de la Lune. C'est qu'en apportant cette capacité, on peut l'échanger avec d'autres retours qui, eux, ont des valeurs peut-être même au-delà même de la valeur financière de l'investissement. Et ça, c'est hyper important.
Peter Elodie sur les accords Artemis rajoute également une question à la question. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'économie lunaire au singulier. On n'a pas parlé beaucoup d'économie lunaire au pluriel, ce qui rajoute aussi la question de la dimension de la compétition. Comment est-ce que vous positionnez sur cette question-là et celle aussi des accords Artemis? Mais, justement, par rapport aux accords Artemis, donc je suis entièrement d'accord, il faut signer ces trucs. Il faut le signer au niveau national, mais également au niveau européen, parce que d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, hein, les États-Unis se piquent un peu les nations l'un après l'autre, et en fait, il faudrait que cet accord soit regardé au niveau européen. C'est cet accord-là qui va régler un peu comment, au moins côté des États-Unis et ses partenaires, ça va se passer là-haut. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc il est très certainement, personne ne peut posséder la Lune. On ne peut pas dire aujourd'hui ça c'est à moi, mais en pratique, je pense ce qui va arriver, comme je disais tout à l'heure, il y a des installations qui vont s'y mettre par différents partenaires, et autour on va déclarer une sorte de zone de protection. Donc quelque part, il y a quand même une notion d'accès ou pas accès. Et pour revenir donc sur l'accord Artemis et sur Artemis en général, si l'Europe ne fait pas partie, et pas seulement en termes de signature, mais même en termes d'infrastructure, mais on sera écarté pour tout ce qui va suivre d'ailleurs. Par rapport aux économies en pluriel, oui, il y a une compétition qui est en train de se créer, hein. Et comme je disais tout à l'heure, donc regardez cette zone, hein, elle est toute petite. Hein. Elle est toute petite, tout le monde va sur le pôle, notamment le pôle sud, parce qu'il y a des ressources très, très concrètes, ce qu'on espère au moins. Et dans cet aspect-là, elle est très singulière, cette zone sur la Lune. Vous n'avez pas les mêmes aspects sur d'autres zones. Donc, il est impératif qu'on prenne notre place là-dedans, qui est peut-être à côté une économie chinoise en parallèle. Why not? C'est possible, mais il est important que nous, on prenne notre place là-dedans. Élodie. Moi, je voudrais apporter une vision plutôt technologique, hein, qui correspondrait plus pour éclairer un peu le débat. Pour moi, la coopération, et c'est ce que je fais au quotidien dans mon travail de partenariat avec les milieux académiques et les centres de recherche, elle est essentielle pour deux choses. En fait, effectivement, comme dit Bertrand, les technologies, on les a pour beaucoup. Même pour la transition énergétique, on a beaucoup de technologies qui sont disponibles, mais elles ne sont pas toutes matures pour le business et adaptées au marché où on veut aller. Donc l'important, c'est de travailler sur les courbes d'apprentissage des technologies pour les faire maturer et arriver à quelque chose qui soit rentable économiquement pour l'endroit où on veut l'installer. Et pour ça, il faut accélérer la démonstration, et accélérer la démonstration nécessite des moyens. Quand on voit ce qui se passe par exemple sur la fusion nucléaire, qui pourrait être un élément clé pour la terrestre et aussi lunaire, on voit que les coopérations s'intensifient et les investissements s'intensifient et on va diminuer significativement les coûts et on va avoir un effet d'apprentissage tel qu'on pourra peut-être aller plus vite que prévu. Et pour moi, la coopération, là, elle est clé, quoi. C'est-à-dire que assembler les briques ne se fait pas seul et que l'association des compétences qu'on a au niveau international sont clés. Après, je pense quand même qu'on peut se spécialiser dans certaines compétences en Europe de manière à... Enfin, peut-être, c'est une vision stratégique pour être en ligne avec la stratégie européenne. À mon sens, on a quand même lancé un certain nombre d'ambitions sur l'hydrogène. Il y a eu des plans significatifs dans le domaine de l'hydrogène. C'est un vecteur clé de stockage de l'énergie qui répond à beaucoup de conditions terrestres et lunaires. Et je pense que la coopération dans ces solutions de stockage en lien avec notamment l'énergie me paraît être assez intéressante pour générer la particularité de l'Europe dans l'installation et l'ambition lunaire. Merci. Ça a répondu à votre question, Alexandre? Oui, merci beaucoup. C'était très merci. Merci. Antoine Couvert, je vous laisse la parole et ensuite François, je vous laisserai poser votre question aussi, mais peut-être d'abord Antoine Couvert qui nous a écrit. Oui, bonjour, merci. Oui, en fait, j'ai une question au sujet de la place des hommes et des femmes dans cette économie lunaire.
Parce que bon, enfin, j'ai pas forcément en tête des exemples où on sache faire des choses complètement robotisées sur Terre. Donc j'imagine sur la Lune, ce ne sera pas le cas non plus. Et j'ai en tête qu'il va y avoir une poignée d'hommes sur la Lune en 2030. Alors ce serait combien d'hommes et de femmes? Combien en 2040, combien en 2050? Comment on va trouver ces personnes? Comment on va les former? Donc voilà, c'était un petit peu cet axe d'étude. Est-ce que vous l'avez étudié? La place des hommes et des femmes dans cette économie lunaire. Peter Weiss. Merci pour cette question. Déjà, il faut que je suis roboticien à la base, donc j'adore les robots et les robots ils font un travail magnifique. Mais je crois vraiment dans les vols habités, parce que pas uniquement au retour scientifique ou comparer les retours des échantillons lunaires faits par des robots comparé aux missions Apollo, c'est aussi qu'on voit aujourd'hui l'inspiration que des missions comme avec Thomas Pesquet et donnent aux jeunes. C'est impératif qu'on y va avec des astronautes, avec des hommes et des femmes. Donc, les robots font pas mal de choses, mais on ne peut pas rester uniquement au niveau robotique. C'est pas possible. Il faut envoyer des personnes. Donc, des vols habités. Par rapport à la deuxième question, le nombre de personnes, ça c'est un peu le boule de cristal. Hein. Il y a une étude qui a été faite par PwC qui parlait d'un millier de personnes en 2040, quelque chose comme ça. Ça m'a l'air très beaucoup, très optimiste. Mais bon, je pense que ça peut aller vite. Hein. Quand on regarde le développement de certains domaines, tout à l'heure on parlait Internet ou les téléphones portables, ça peut aller vite et effectivement, peut-être ça va venir plus vite que prévu. Peut-être Fabrice sur les questions de la sélection des astronautes. Je dirais le processus habituel entre guillemets, mais juste peut-être sur il y a le long terme avec des centaines, des milliers, des dizaines, effectivement c'est pas évident. Mais ce qui est clair par contre, c'est qu'il y a quand même une attention assez ferme de la part, dans le cadre du programme Artemis, d'avoir des personnes sur la Lune avant 2030. Tout ce que je voulais confirmer. Et peut-être pour compléter, en fait, il y aura des hommes autour de la Lune avec le Lunar Gateway dès 2025 maintenant. Ouais, bon, un peu plus. 2026. Ouais. Et tout ce dont on a parlé finalement, qui est de mettre en place des capacités de service transverses ou des commodités basées sur l'utilisation des ressources spatiales pour faire de l'oxygène, de l'hydrogène. Finalement, c'est pourquoi? C'est pour accueillir un avenir durable. Hein. L'oxygène pour le support à la vie, l'oxygène hydrogène pour le transport, l'hydrogène pour la survie à la nuit lunaire, donc l'énergie nécessaire à toute opération industrielle, mais aussi pour se chauffer des habitats, la recirculation des gaz dans les habitats, et après tout ceci combiné avec les travaux qui sont déjà en cours sur l'ISS, on va dire de l'adaptation de la vie humaine à la microgravité. Donc après, l'équation du nombre de personnes, on va dire en fonction du temps, elle va dépendre de la vision commune qui sera basée sur ce collaboratif en fait. Je crois qu'on a une dernière question. Oui, de François Le Cellier qui va nous parler du concours qu'on lance. Donc on va terminer par un moment de rêve. À vous François. Oui, merci beaucoup Clarisse. Oui, l'ANRT, en partenariat avec l'Université de Poitiers, va lancer un concours de construction sous Minecraft pour construire une base lunaire. Et moi, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus selon vous, avec les technologies actuelles, quelle peut être la taille d'une base lunaire? Quelle est la taille idéale d'une base lunaire? La superficie? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse là-dessus? Pour pouvoir ensuite aider les candidats au concours, et puis surtout en fonction des capacités énergétiques de ce qu'on peut produire directement sur la Lune. Je veux spoiler le concours, là je parle maintenant comme mon fils. J'ai une vision très particulière par rapport à ça. Le concept que nous sommes en train de proposer avec EuroHub, c'est une base très petite, c'est un habitat secondaire qui en fait est amené comme charge utile sur un lander européen, comme le UE3 par exemple. Mais ça va vous décevoir parce que le truc il est effectivement relativement petit, ça a un diamètre 7 mètres, ça sert uniquement comme habitat secondaire pour soutenir des missions.
Après, on peut s'imaginer qu'à fur et à mesure, ça s'agrandit. Peut-être il y a plusieurs modules comme ça qui sont atterris, qui sont combinés un avec l'autre, et on va commencer à avoir une sorte d'embryon d'une base. Mais comme on disait tout à l'heure, pour avoir vraiment une base avec un équipage en permanence, il faut les protéger des radiations. Et la seule façon, entre guillemets, de le faire d'une manière techniquement faisable aujourd'hui, c'est enterrer ces modules. Donc, en fait, ça va venir, j'y crois fortement, mais ça serait dans un avenir un peu plus loin, où effectivement, des grosses modules, peut-être une base de la taille de l'ISS, ça sera en partie enterré sous le sol lunaire, avec donc des équipages en permanence. Peut-être juste pour compléter sur à quoi ça peut ressembler en fait visuellement aussi, il y a certains trade-offs aux différentes approches sur avoir une base centrale et donc plus importante. Et l'autre concept, c'est l'inverse en fait. C'est une approche décentralisée avec pas seulement une base en fait importante telle qu'on peut l'imaginer, mais en fait plein de petites bases. Donc quelques sources d'inspiration pour le concours. Des réactions, peut-être Elodie, Bertrand, à la question de la taille de la base lunaire, de ce à quoi ça pourrait ressembler dans ce groupe. Ça dépend de l'ambition en fait, qu'il faut qu'on construise. Et elle doit être modulaire nécessairement en fait pour monter en puissance de façon progressive. Donc il me reste à remercier en premier lieu les intervenants. Donc je rappelle Elodie Lecadre, donc lead scientific advisor chez Engie, merci. Bertrand Barad de chez Air Liquide, directeur des Space Market Global Market and Technology, merci. Fabrice Joly de l'ESA, programme manager du programme Moonlight, merci. Et Peter Weiss, CEO et fondateur de Spartan Space. Et je remercie également l'ensemble des participants d'être venus nombreux à distance. Et donc, prochainement, la NRT publiera cette table ronde en vidéo sous-titrée en anglais sur ses réseaux. Et n'hésitez pas à suivre la suite du programme 2022 d'Objectif Lune. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.